Bon, on a tous déjà pris des décisions un peu impulsives, genre chercher à tout prix une promotion au travail ou acheter une voiture de sport hors de prix. Ouais, ou même s'engager dans une dispute complètement mesquine avec son frère pour savoir qui a raison lors d'un repas de famille. On l'a tous fait. Ah, ça c'est clair. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est qu'il y a un secret fondamental, et même pour être honnête, un peu terrifiant derrière tout ça. Ce ne sont pas de simples choix de vie, en fait. Non, pas du tout. Ce sont des mécanismes d'urgence, des systèmes de défense hyper sophistiqués. Exactement. Des systèmes conçus pour nous empêcher de devenir littéralement fous face à la conscience de notre propre mortalité. Alors bon, décortiquons un peu tout ça. Je suis prête. Super. Parce qu'aujourd'hui, on plonge au cœur d'une idée vertigineuse tirée du livre Le déni de la mort d'Ernest Becker. L'objectif de cette analyse, c'est vraiment de comprendre le moteur caché et souvent très sombre de toutes les actions humaines. Et c'est une exploration qui remet absolument tout en question. On va déconstruire tout ce qu'on croyait savoir sur l'anxiété ou notre besoin viscéral d'héroïsme. Voilà, et on verra même comment notre personnalité, tout entière, n'est en fait qu'une sorte d'armure psychologique. Le postulat de départ du livre synthétise vraiment des décennies de psychologie et de philosophie. L'idée, c'est que la nature humaine est intrinsèquement, biologiquement programmée pour la quête de l'héroïsme. De l'héroïsme. Hmm. Mais quand on pense à un héros, on imagine, je sais pas, un pompier qui sauve un enfant des flammes. Ou un soldat au combat. On ne pense pas au fait de remplir des tableaux Excel de 9h et 17h, tu vois. Je sais, ça paraît contre-intuitif. Mais c'est là qu'il faut remonter à la racine avec des penseurs comme Freud ou Adler. À la base, l'être humain est profondément, tragiquement narcissique. Narcissique, mais pas dans le sens d'un défaut moral, quoi. Non, c'est pas un défaut moral du tout. C'est une condition de survie. Chaque individu ressent le besoin viscéral de se percevoir comme un objet de valeur primordial dans l'univers. C'est ce que Baker appelle la quête de signification cosmique, c'est ça? Absolument. Et ce narcissisme de survie, on l'observe de manière super éclatante dès l'enfance. Prends la rivalité fraternelle, par exemple. On réduit souvent ça à des petits caprices. Ou juste un besoin d'attention? Ouais, voilà. Mais en réalité, c'est l'expression la plus pure du besoin d'un enfant de justifier sa valeur absolue. Ah oui. Il y a d'ailleurs cette anecdote glaçante mais tellement parlante dans le texte à ce sujet. C'est la scène d'un enfant qui compare minutieusement au millimètre près la taille de son morceau de papier. Ah oui, le papier a brûlé. C'est ça. Le morceau qu'il a le droit de jeter dans la cheminée par rapport à celui que sa sœur s'apprête à brûler, s'il réalise que son bout de papier est très légèrement plus petit, c'est la crise de larmes, le désespoir total. Et c'est pas parce qu'il aime particulièrement le papier. Mais non, pas du tout. C'est parce que dans son esprit, avoir le plus petit morceau, ça équivaut à avoir moins de valeur cosmique. Il a l'impression d'être effacé, d'être moins important que sa sœur aux yeux de l'univers, en fait. C'est terrifiant quand on y pense. Et ce besoin de justifier sa propre existence ne s'évapore pas le jour de nos 18 ans. Il se transforme simplement, il enfile les costumes que notre culture nous tend. C'est-à-dire, Les systèmes de croyance, que ce soit le capitalisme acharné, le modèle soviétique, le dogme scientifique pur, ou même la société de consommation. Selon cette analyse, tous ces systèmes fonctionnent exactement avec la même mécanique psychologique. ce sont des sortes de religions laïques alors? Complètement, elles offrent toutes des rôles héroïques préfabriqués. Le leader mondial qui signe des traités, le PDG flamboyant qui rachète des startups, ou le simple mineur de fond qui accomplit stoïquement son devoir quotidien. Donc chacun s'agrippe à son rôle pour prouver que sa vie a un poids, un sens immuable dans le cosmos. C'est exactement ça. En fait, c'est un peu comme si l'humanité entière était connectée à un gigantesque jeu vidéo en ligne. Ah, j'aime bien cette image. Bah oui, tout le monde court partout de manière frénétique pour accumuler le plus de points d'expérience possible. Le salaire, le statut social, les likes sur les réseaux, les beaux diplômes encadrés sur le mur. Chacun essaye désespérément de prouver qu'il est le personnage principal du serveur. Ouais, et pour filer ton analogie, le boss final de ce jeu vidéo, celui que tout le monde cherche à fuir en accumulant frénétiquement ses points, c'est la conscience de la mort. Waouh! Donc cet héroïsme de tous les jours, ce n'est pas une quête vers quelque chose. Non, c'est une fuite. C'est un réflexe conditionné, une armure épaisse forgée pour repousser la terreur fondamentale de notre propre anéantissement. Mais, attends, faut qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Dire qu'un enfant de 3 ans qui fait une crise pour un bout de papier secrètement terrifié par sa propre mortalité, ça semble être un immense raccourci quand même. Je comprends tout à fait. Parce qu'un enfant, ça vit totalement dans le présent. Ça n'a pas la notion du futur lointain ou de la décomposition biologique. Comment est-ce que cette anxiété de la mort pourrait être innée?
C'est une excellente objection et c'est exactement le cœur d'un débat assez féroce en psychiatrie. Il y a vraiment deux grandes écoles. D'accord. Et que disent-ils? Ce camp soutient précisément ce que tu viens de dire. L'enfant vit dans l'immédiateté. Selon eux, si un individu développe une peur morbide de l'anéantissement, c'est le résultat d'un traumatisme extérieur. Genre une mauvaise éducation ou un événement marquant? Voilà, une mère froide ou absente, un accident ou tout simplement une société qui instille cette anxiété pour mieux contrôler les gens. La névrose serait donc une sorte d'infection transmise par la culture? Exactement. Mais le camp adverse, qu'on appelle les esprits morbides, menés par des penseurs comme William James, avance une réalité beaucoup plus sombre. Ah, et quelle est leur vision existentielle? Pour eux, la mort est, je cite, le ver au cœur de toutes nos prétentions au bonheur. L'anxiété de la mort n'a pas besoin d'être apprise, elle est le corollaire inévitable de la conscience. C'est-à-dire que dès qu'on est conscient, on a peur. Dès qu'un organisme est assez évolué pour se percevoir comme une entité distincte, il perçoit même inconsciemment sa propre vulnérabilité. Et c'est de là que naît le paradoxe existentiel fondamental. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'humain est la seule créature sur Terre à être littéralement coupé en deux. Coupé en deux entre l'esprit et la chair. C'est ça? Tragiquement, oui. D'une part, on possède un soi symbolique, on a un nom, une identité abstraite, un esprit capable d'écrire des symphonies, de calculer la trajectoire d'une comète ou de voyager dans le temps par l'imagination. À ce niveau-là, on est presque des petits dieux. C'est le mot. Mais d'autre part, cet esprit divin est enfermé dans un corps physique, animal. Un corps qui a faim, qui saigne, qui produit des déchets odorants, qui attrape des maladies et qui, au final, se décompose et meurt. C'est une contradiction neurologiquement intenable, en fait. L'expression utilisée dans le texte pour résumer cette dualité est d'une brutalité folle d'ailleurs, hein. Oh oui, je sais de laquelle tu parles. L'homme est décrit comme un dieu avec un anus. C'est hyper choquant à entendre, mais ça capture parfaitement l'absurdité de la condition humaine. Complètement. Si on imagine la scène, on est en train d'avoir une pensée d'une profondeur métaphysique absolue, on contemple l'infini du cosmos, et soudain, on a des crampes d'estomac et on doit courir aux toilettes. La majesté s'effondre instantanément. C'est ça. Et cette dissonance a rendu fou d'innombrables penseurs. Pascal disait d'ailleurs que les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. Ah, c'est brillant ça. Et Jonathan Swift, le poète, était totalement horrifié par cette incongruité lui aussi. Dans l'un de ses poèmes, il décrit un jeune homme éperdument amoureux qui élève sa maîtresse Caélia au rang de déesse de pureté et de lumière spirituelle. Ah, je sens que ça va mal tourner. Le point de rupture du poème, le drame absolu, c'est quand ce jeune homme réalise que Caélia, elle va à la selle. Le poème dit « Caélia shits ». Le contraste entre l'élévation de la beauté spirituelle et la trivialité crasse des fonctions corporelles, c'est juste insupportable pour l'esprit humain. Ouais, c'est sûr. Mais on pourrait facilement contester cette idée d'une terreur universelle en observant simplement autour de nous. Montaigne parlait souvent de ces paysans qui, face à la maladie ou à la mort, montraient une indifférence presque totale, une sorte de patience placide. Mhm. Est-ce que le paysan de Montaigne ou même Monsieur Tout-le-Monde aujourd'hui, qui ne passe pas ses journées à pleurer sur sa condition mortelle, ne prouve pas qu'on peut vivre sans cette terreur paralysante ? C'est une question légitime, mais l'indifférence n'est pas une absence de peur. Ce que le paysan de Montaigne illustre, c'est le triomphe de la répression. Ah donc c'est refoulé. Totalement. Cette tranquillité apparente ne vient pas d'une acceptation philosophique de la mort. Elle est le produit d'une immersion étouffante dans la routine. Se lever à la même heure, traire les vaches, obéir aux coutumes locales, répéter les mêmes gestes tous les jours. La routine agit comme un anesthésiant puissant. D'accord, je vois. Et si on regarde de plus près, cette vie ultra régulée est très souvent saturée d'amertume, de superstitions rigides et de querelles de voisinage, d'une mesquinerie infinie. L'angoisse de la mort n'est pas vaincue, elle est simplement enterrée sous des tonnes de travail répétitif et de conformisme social. Très clair. Donc, si notre propre corps physique est le rappel constant, la preuve irréfutable que nous allons mourir, comment est-ce qu'un être humain, en développement, comme un enfant, gère cette découverte terrifiante ? C'est là qu'on entre dans une zone fascinante. C'est une relecture totalement existentielle des théories de Sigmund Freud par des penseurs post-freudiens comme Norman O'Brien. Ah, parce qu'on pense tous connaître le complexe d'Oedipe, hein. Le petit garçon veut tuer son père pour épouser sa mère. C'est le cliché psychanalytique par excellence. Un cliché que ces penseurs ont complètement dynamité.
Si on regarde l'Oedipe sous le prisme de l'anxiété de la mort, ce n'est plus du tout une histoire de désir sexuel littéral ou d'inceste refoulé. Vraiment, hein? C'est quoi alors? Le projet oedipien, c'est la tentative désespérée et impossible de l'enfant de devenir son propre père, de devenir causa sui, la cause de soi-même en latin. De s'auto-engendrer en quelque sorte. C'est ça. Pense à l'expérience d'un très jeune enfant. Il réalise rapidement qu'il est passif, qu'il est une petite créature de chair entièrement à la merci de géants, c'est-à-dire ses parents. Et la passivité, au niveau biologique, c'est l'antichambre de la mort. Bah oui, si on est passif, on est une proie. Exactement. Donc pour fuir cet anéantissement potentiel, l'enfant tente de se construire une identité propre, un ego culturel massif qui n'a besoin de personne pour exister. Il veut nier de toutes ses forces qu'il est le produit biologique de ses parents. Et ça change complètement notre compréhension du fameux complexe de castration. Dans la culture populaire, c'est vu comme la peur du père punitif. Ouais. Mais dans cette optique existentielle, l'horreur ne vient pas du père. L'horreur suprême, c'est la confrontation avec la mère. Et c'est fondamental d'en comprendre la mécanique. Pourquoi la mère est bassiste? Parce que la mère, dans l'inconscient de l'enfant, c'est la nature. C'est elle qui l'a porté dans sa chair. C'est d'elle qu'il est biologiquement sorti. Elle représente la dépendance physique absolue. D'accord. Le complexe de castration n'est donc pas une peur littérale de perdre un organe, c'est la terreur de l'enfant face au déterminisme biologique. C'est réaliser qu'on n'est pas un pur esprit libre, mais un animal lié au corps maternel, dépendant de sa propre chair, vulnérable. Et ça explique, pourquoi cette anxiété frappe aussi bien les garçons que les filles. L'envie du pénis chez la petite fille, qui a été si souvent décriée, prend ici un sens métaphorique super puissant. Absolument. Ce n'est pas du tout une envie anatomique ou un sentiment d'infériorité. C'est que la figure masculine, historiquement et symboliquement, semble moins ancrée dans la réalité biologique écrasante de la gestation, de la naissance et de l'allaitement. Voilà. Le masculin apparaît à tort, bien sûr, comme un principe plus aérien, moins esclave des fonctions corporelles déterministes. C'est une fuite vers la culture pour échapper à la nature. Donc tout le drame de l'enfance se joue dans cette tension. Et ça nous amène à la fameuse scène primitive, tu sais, ce traumatisme classique où l'enfant surprendrait l'intimité sexuelle de ses parents. Oui, la lecture traditionnelle dit que l'enfant est traumatisé d'être exclu de ce moment de plaisir ou d'intimité. Mais la relecture existentielle nous dit que le traumatisme est d'ordre purement philosophique. C'est une double contrainte psychologique qui est vraiment destructrice. Le cerveau de l'enfant bug complètement face à une contradiction insoluble, quoi. D'un côté, ces mêmes parents passent leur journée à exiger de l'enfant qu'il s'éloigne de sa nature animale. Ils lui apprennent à utiliser le pot, à se tenir droit, à manger proprement, à être poli. Bref, à réprimer son corps au nom de la propreté et de la culture. C'est ça. Et la nuit, ce même enfant découvre que ces dieux culturels, ces figures d'autorité morale suprême, il s'abandonne à une physicalité animale haletante et incontrôlable. C'est une trahison cognitive pour lui. Les parents qui étaient censés représenter le salut par l'élévation de l'esprit révèlent qu'ils sont eux aussi soumis à la tyrannie de la chair. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on rassemble toutes ces pièces, on réalise que la sexualité humaine est un champ de bataille vertigineux. Faire l'amour, ce n'est jamais juste frictionner des corps. Non, c'est bien plus profond. C'est l'instant précis où l'individu doit confronter la liberté de son esprit à l'aspect purement mécanique, standardisé et animal de son propre corps. Et il y a une friction monstrueuse entre l'ange et la bête. Et c'est exactement cette collision qui génère tant de culpabilité, de gêne et d'angoisse autour de la sexualité. On touche vraiment au nœud du problème là. L'enfance, vue sous cet angle, n'est pas du tout une période d'innocence heureuse. C'est un véritable laboratoire de terreurs existentielles. Le monde est trop intense, la conscience de la vulnérabilité corporelle est trop écrasante. Ouais. Alors la question qui s'impose naturellement, c'est comment on fait pour survivre? Comment est-il possible qu'on puisse se lever le matin, prendre le bus et aller acheter du pain sans s'effondrer en larmes sur le trottoir en hurlant face au vide intersidéral? Eh bien, la réponse, selon les psychologues existentiels, c'est qu'on met en place une immense arnaque intellectuelle. On construit un mensonge. Le fameux mensonge vital. Sándor Ferenczi, un grand psychanalyste, a formulé ça d'une manière inoubliable. Il a dit « Les traits de caractère sont des psychoses secrètes ». Des psychoses secrètes, waouh! Réfléchissons à ça un instant. Ce que nous appelons notre personnalité, le fait d'être quelqu'un de ponctuel, de blagueur, d'ambitieux ou de cynique, ce n'est pas notre essence pure. C'est un assemblage de filtres, une armure épaisse construite depuis l'enfance pour limiter drastiquement notre perception du monde. Parce que la réalité sans filtre, elle est mortelle. Les théologiens appellent ça le mysterium tremendum, le mystère terrifiant de la création.
Le simple fait d'exister, de voir la lumière du soleil, d'être conscient de l'univers, c'est neurologiquement trop lourd à porter. Exactement. Si on percevait le miracle de la vie à 100% de sa puissance à chaque seconde, je crois que nos fusibles sauteraient direct. C'est exactement pour ça qu'Abraham Maslow a développé le concept du syndrome de Jonas. C'est l'explication de notre lâcheté naturelle en fait. Nous fuyons notre propre grandeur et l'intensité immense de la vie. Et comment on fait ça? Maslow explique que l'être humain s'automutile psychologiquement de son plein gré. Il choisit l'engourdissement et ce qu'il appelle la pseudo-stupidité. Nos systèmes nerveux sont tout simplement trop faibles pour supporter de grandes doses d'extase ou de pleine conscience. D'accord. Alors, on se réfugie dans ce que les philosophes appellent le philistinisme. Et là, si on écoute ça en allant au bureau dans les embouteillages ce matin, ça pique un peu, hein. Se dire que toute notre ambition professionnelle, notre désir de conformisme, n'est qu'une forme de pseudo-stupidité pour fuir l'intensité de la vie, c'est dur à avaler. Très dur, ouais. Mais le philistinisme, c'est exactement ça. C'est la fuite volontaire dans la trivialité. On accepte d'être un petit rouage prévisible dans la machine sociale, se battre pour un poste de cadre intermédiaire, s'inquiéter de la couleur du nouveau canapé, partir en vacances dans des complexes hôteliers où tout est programmé à l'avance. Oui, tout cela sert à contrôler la notion de possibilité. On s'enferme dans ce qui est prévisible pour se protéger de l'infini. Parce que l'infini est dangereux, vu qu'il n'offre aucun repère. La routine sociale, c'est une camisole de force, mais elle est très confortable. C'est un peu comme un cheval de trait, auquel on met des œillères. Sans ces œillères, le cheval percevrait toute l'immensité du paysage autour de lui. Il verrait le chaos de la circulation, les mouvements rapides, les prédateurs potentiels, et il paniquerait complètement. C'est une super métaphore. Son cerveau reptilien prendrait le dessus et il serait incapable de faire un pas de plus. Notre caractère, notre mensonge vital, ce sont ces œillères. C'est cet aveuglement volontaire qui nous permet de tirer la charrue de notre quotidien sans devenir fou. Et cette image des œillères est parfaite pour aborder la question la plus effrayante de toute cette exploration. Que se passe-t-il si ces œillères, si cette armure de caractère cède ou ne se forme jamais correctement? Ouais. Que se passe-t-il? Pour comprendre ce gouffre, il faut se tourner vers Søren Kierkegaard. Ce qui est fascinant, c'est que des décennies avant Freud, ce philosophe avait déjà tout compris. Il avait cartographié cette psychologie des profondeurs avec son analyse du concept d'angoisse. Il utilise d'ailleurs l'histoire de la chute d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden d'une manière totalement nouvelle. Ce n'est pas un récit sur un péché moral contre un Dieu en colère. Non, pas du tout. L'instant où Adam et Ève croquent le fruit de la connaissance, c'est l'instant physiologique exact du passage à la conscience de soi. L'angoisse naît à la seconde où l'animal devient humain et réalise qu'il est nu, vulnérable et programmé pour mourir. C'est ça. Et face à cette angoisse foudroyante de l'Éden, la réaction saine au sens psychologique du terme, c'est ce que Kierkegaard appelle la fermeture ou shut-upness en anglais. La fermeture, c'est le refoulement dont on parle à Esté. Exactement. C'est la construction du mensonge vital. On se coupe de la majesté du monde pour survivre. C'est une tragédie de vivre fermé, de ne jamais expérimenter la pureté de la création, on est d'accord? Mais Kierkegaard est catégorique, l'alternative à cette fermeture est infiniment pire. Et cette alternative, c'est ce qu'on appelle médicalement aujourd'hui la schizophrénie, c'est ça? Oui. Si on relie ça à une vision plus globale et philosophique, on peut dire que la schizophrénie, c'est le désespoir de l'infini. C'est le moment précis où la sphère de la possibilité dépasse et écrase totalement la nécessité terrestre. Comment ça se traduit par rapport à notre corps physique? Reprenons notre paradoxe de base. L'homme est un soi symbolique et un corps physique. Chez un individu atteint de schizophrénie, la suture lâche. Les œillères explosent. Le soi symbolique se détache complètement de son ancrage physique et s'envole dans l'abstraction pure. Le patient vit dans un monde intérieur déconnecté des lois de la gravité terrestre. Et ce n'est pas du tout une fuite joyeuse, c'est une noyade. Absolument. L'individu n'ayant pas réussi à intégrer les défenses culturelles standardisées comme la routine ou la pseudo-stupidité rassurante, il se retrouve totalement écrasé par la réalité. Il vit dans une exposition totale sans aucun filtre protecteur. On parle souvent de créativité extra-humaine chez certains patients. Non, Oui, une capacité à faire des liens conceptuels fulgurants. Mais cette créativité se vit au bord du gouffre, dans une douleur innommable. Parce que chaque stimulus du monde extérieur est perçu avec une intensité mortelle. l'art et la poésie capturent souvent cet état d'exposition absolue bien mieux que n'importe quel manuel médical d'ailleurs.
Oui, et tu penses sans doute à ce poème magnifique et terrifiant de Thomas Traherne. Ah oui, Il décrit avec une clarté troublante la perception mystique du monde par un esprit d'enfant qui n'a pas encore mis ses œillères. c'est la perception d'un esprit qui regarde le monde nu. Traherne écrit que pour cet enfant, un simple champ de blé ressemble à de l'or immortel qui n'aurait jamais été semé et qui ne pourrait jamais mourir. Les portes de la ville lui apparaissent comme les frontières mystiques de la fin du monde. Chaque grain de poussière vibre d'une majesté écrasante. C'est d'une beauté à couper le souffle, mais c'est aussi une surcharge sensorielle et spirituelle insoutenable. Et c'est là qu'intervient la société jusqu'au moment inévitable où elle intervient pour sauver l'enfant de cette folie extatique. Les adultes, le monde culturel lui apprennent activement à se fermer. Ils conditionnent son esprit pour qu'il n'accorde de la valeur qu'un petit tambour joué peint en rouge ou à un manteau neuf pour se protéger de la terreur des étoiles et du ciel. C'est triste d'un côté. Oui, on troque l'infini contre du plastique. On échange la contemplation terrifiante de l'univers contre la sécurité d'un objet matériel contrôlable. C'est ça le mensonge vital en action. L'individu accepte de devenir partiellement aveugle pour devenir un adulte fonctionnel. Eh bien, c'est un voyage intellectuel sacrément brutal qu'on vient de faire aujourd'hui. Si on prend un peu de recul sur tout ce réseau d'idées, depuis notre besoin fondamental d'héroïsme cosmique jusqu'à la schizophrénie, en passant par le refus de notre propre corps animal, on réalise vraiment que la condition humaine normale est une danse d'équilibriste sur un fil incroyablement fin. C'est une très belle façon de le résumer. D'un côté du vide, il y a la limitation étouffante mais sécurisante d'un mensonge, notre fameux caractère, notre conformisme, nos réunions du lundi matin. Et de l'autre côté du fil, c'est la terreur aveuglante et paralysante de la réalité absolue. Un équilibre ultra précaire. L'esprit humain travaille à plein régime 24 heures sur 24 pour maintenir ce déni de la mortalité, tout en essayant furieusement de donner une signification éternelle à des actions complètement éphémères. Et je crois que d'explorer tout cela, ça donne envie d'observer ses propres routines avec un regard nouveau. Analyser nos petites luttes d'ego, notre soif de succès ou de pouvoir, et peut-être reconnaître avec un peu plus d'humilité et de compassion que toutes ces quêtes forment au fond un bouclier héroïque contre une angoisse fondamentale que nous partageons tous. Absolument. C'est une leçon d'empathie au final. Mais pour clôturer cette plongée, je voudrais jeter une dernière idée. Une question assez vertigineuse tirée du texte Face au monde aujourd'hui. Ah, je suis curieuse. Laquelle? Eh bien, on vit à une époque où le développement personnel et la société nous martèlent un seul et même message. Sois toi-même, sois authentique. On nous encourage constamment à faire tomber nos masques, à déconstruire nos mécanismes de défense et à vivre de manière totalement désinhibée et authentique. Oui, c'est le grand mantra moderne. Mais si la logique implacable de ces penseurs est vraie, si l'intégralité de notre psyché humaine a été conçue par l'évolution comme une paire de lunettes de soudeur vitale pour nous protéger de l'horreur aveuglante du soleil, alors cette quête moderne, une authenticité absolue et sans aucune armure, ne serait-elle pas au fond une invitation directe à la folie pure? De quoi méditer,